Il ne vous l'a pas dit ça, mais tous les tweets, les réseaux sociaux, il y a eu d'innombrables tweets. Vous pouvez les regarder avec des formules assez chocs qui ont été prononcées par les uns et les autres. Je pourrais en citer une de Bertrand Piccard qui, je pense, Dominique Bourg ne viendra pas démentir. C'est notre survie qui est en jeu et donc c'est notre état d'esprit qu'il faut changer. Je disais donc qu'effectivement, on a eu 2 jours qui pouvaient ressembler à un Haut Conseil pour le climat, mais c'était également le forum Smart City, c'était le forum des villes, et on est ravis de pouvoir conclure ce forum avec la maire de Paris, puisque nous sommes effectivement chez vous, une fois de plus, j'allais dire, mais on en est ravis, et parce que la maire de Paris, présidente du C40 également, donc de toutes ces métropoles mondiales qui aujourd'hui sont actives et veulent faire entendre leur voix pour dire que les villes ont des solutions, je pense que ça va être intéressant de parler de cela avec vous. Donc, Anne Hidalgo, mais également Dominique Bourg qui est un philosophe, qui est membre du Conseil scientifique pour la nature et l'homme, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui est l'auteur de plusieurs livres, dont le Dictionnaire de la pensée écologique et Une nouvelle terre, retour à la vie simple. On parlait avec Frédéric Mazzella de sobriété tout à l'heure. Également homme politique, en tout cas depuis peu, puisque peut-être engagé avec Delphine Batho dans la bataille des élections européennes, en tout cas pour porter la parole de l'écologie. On en parlait avec Dominique. Alors, première question peut-être, et on va vous laisser le temps de débattre aussi entre vous, parce que c'était ça l'idée que nous avions eue avec vos équipes, Anne Hidalgo, c'était que vous ayez la possibilité d'échanger. J'ai envie de peut-être lancer le débat, non pas sur les villes pour commencer, mais sur l'actualité, parce qu'elle nous a aussi un peu servi, et on s'en passerait peut-être, mais c'est l'actualité, c'est ce mouvement des Gilets jaunes qui vont à nouveau manifester samedi à Paris. Il y a eu des violences la semaine dernière, il y a certainement des inquiétudes, vous pourrez nous faire part de cela, mais en même temps, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, quel que soit le sentiment qu'on peut avoir sur la récupération par tel ou tel, les extrêmes, etc. Il y a une France, on l'a dit, rurale, une France des fractures territoriales, pas forcément une France francilienne ou parisienne, mais qui s'est levée et qui n'entend pas forcément en tout cas ne comprend pas bien ce qu'on lui dit. Il y a eu une phrase du président de la République dans son discours qui dit « J'entends ceux qui disent « On vous entend évoquer la fin du monde et nous, on vous parle de la fin du mois ». J'aurais voulu peut-être commencer par ce débat parce que je pense que ce qui est au cœur de la transition écologique que nous sommes en train de voir s'accélérer, c'est l'acceptation de cette transition écologique. Comment la rendre possible et acceptée par tous? Comment ne pas la voir comme quelque chose de punitif, mais comme quelque chose de positif? Anne Hidalgo. Merci. D'abord, merci à vous, merci Jean-Christophe Tortora et merci à toute l'équipe de la Tribune et à tous les intervenants. C'est un plaisir de vous accueillir à Paris et en fidélité finalement de faire ce forum Smart Cities qui nous permet toujours d'être aussi au cœur de l'actualité. Sur cette question, et je pense qu'avec Dominique Bourg, ça sera aussi intéressant de l'entendre, notamment par rapport à la dimension européenne, évidemment qu'une mutation comme celle que nous sommes en train de vivre, qui est une mutation industrielle, technologique, qui est portée par la question du changement climatique, évidemment qu'une mutation comme celle-ci doit être accompagnée socialement. Et elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Et le sujet se pose bien sûr à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Je prends souvent cet exemple. J'ai été longtemps inspectrice du travail. Dans les années 80, je me suis occupée de mutations de grands secteurs industriels. Je pense à la métallurgie, à la chimie. Je me suis occupée de ces secteurs. Bien sûr que tout n'était pas parfait et qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés aussi au bord du chemin. Mais il y avait une politique industrielle qui partait du principe qu'on sortait de la sidérurgie, on allait vers d'autres types d'activités et qu'il fallait réindustrialiser et accompagner et les territoires et les entreprises dans cette réindustrialisation. Et il y avait, à côté de ça, à côté du projet ou du travail sur les projets industriels, il y avait l'accompagnement social. Il y avait des programmes, ça s'appelait le Fonds national pour l'emploi, qui accompagnait les gens dans les mutations. Et il y avait ceux qui étaient accompagnés et dans le cadre de licenciement, qui avaient les aides pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis il y avait des accompagnements en termes de formation. Et là, on est en train de vivre
Une mutation bien plus impressionnante que celle des années 80 dans ces secteurs traditionnels de l'industrie européenne. Et il n'y a pas de réflexion industrielle et il n'y a pas de politique sociale. Et donc, je pense, et je conclus là-dessus, que... Et donc ça ne va pas, c'est ça qui ça ne va pas du tout. À l'échelle des territoires, une ville comme Paris, nous avons dès 2014, avant bien sûr, mais dès 2014, vraiment accéléré le pas, et avec l'accord de Paris, accéléré le pas, notamment sur les questions de mobilité. Et nous avons mis en place des aides qui sont censées venir justement compenser le passage pour des personnes, pour des commerçants, pour des individus, l'achat d'un véhicule propre, pour pouvoir effectivement accéder à cet ensemble dans lequel, avec des contraintes, dans lequel on est en train de s'engager pour que l'air qu'on respire à Paris soit un air plus pur. Mais ça ne suffit pas, évidemment, ça doit être quelque chose porté par les États et par l'Europe. Tout à l'heure, avant de venir, j'étais à un autre sommet sur la finance verte, et en présence d'ailleurs du gouverneur de la Banque de France, et je leur ai dit, voilà, si l'Europe aujourd'hui, voilà, on est tous Européens, je pense des Européens convaincus, si l'Europe aujourd'hui disait, voilà, on prend une décision majeure pour l'accompagnement social et pour la transition écologique et l'application de l'accord de Paris. Cette décision majeure, c'est que tous les investissements des États membres qui sont des investissements dédiés à la transition écologique et énergétique ne comptent pas dans le calcul de la dette. Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la dette, c'est de la préparation de l'avenir. Et donc, ça ne rentre pas dans le calcul de la dette, et on y va, et on fonce, et on accomplit les pas de géant qu'il faut accomplir pour aller vers les énergies renouvelables, les énergies recyclables, vers toute cette mutation dans ces secteurs de l'économie. Je pense à la mobilité, je pense à la construction des bâtiments et je pense à l'énergie, qui sont 3 secteurs où il y a des opportunités énormes grâce à la transition écologique et énergétique. Voilà, je fais cette proposition. Et si on essayait ça, plutôt que de rester enfermé là dans un mode de pensée qui nous conduit dans le mur. Donc faisons cela, mais mettons en place aussi l'accompagnement social. C'est pas vrai que les gens y arriveront tout seuls. C'est pas vrai. Et on n'y arrivera pas s'ils viennent pas tous embarquer sur ce même bateau, parce que c'est la survie de l'humanité, comme disait Bertrand Piccard. Dominique, alors juste un point pour rebondir sur ce que vous venez de dire, cette proposition de sortir les investissements pour la transition énergétique du calcul notamment des critères de Maastricht, c'est en effet une proposition qui est également portée par des économistes comme Alain Grandjean et Gaël Giraud, qui est économiste de l'AFD, que vous connaissez bien j'imagine. Bon, c'était juste, donc peut-être que de plus en plus de voix comme la vôtre s'additionnant à la leur. On peut dire qu'il y avait Pierre Larouturou qui propose un plan finance-climat, 1000 milliards d'euros. J'ai signé aussi absolument, avec lui, qui était présent ici hier. Alors, Dominique Bourg, pour rebondir peut-être sur ce que vient d'expliquer Anne Hidalgo, ça s'ajoute, ce manque de plan d'accompagnement social, à un phénomène qui vous inquiète tout particulièrement au niveau macroéconomique, qui est ce glissement en fait, des classes moyennes vers le bas. Et l'un plus l'autre, ça devient vraiment très très compliqué de faire accepter la transition écologique. Oui, je crois que ce qui serait dramatique, ça serait d'opposer la fin du mois et non pas la fin du monde. Ça, c'est ridicule, la fin d'un monde. Et alors ceux qui ont du mal avec la fin du mois, ils devraient penser qu'effectivement, la fin d'un monde, ça pourrait être avantageux pour eux. Mais en fait, ce qu'on ne veut pas voir là-dedans, c'est que c'est le résultat de 30 ans. 30 ans de politique où, en même temps, on a fait exploser les émissions, fait exploser les inégalités, et c'est le résultat de la même logique, c'est-à-dire une logique purement économique, purement comptable, aussi indifférente à la planète qu'indifférente aux gens. Et donc effectivement, on ne peut pas faire de politique écologique sans accompagnement, ça n'a aucun sens. Et j'ajouterai autre chose, si vous voulez, c'est que si l'on regarde bien ce que nous apprend l'écologie, elle nous apprend que la richesse a changé de sens. Aujourd'hui, être riche, c'est s'accorder un pouvoir de détruire les écosystèmes beaucoup plus important que quiconque. Je vous rappelle que 10% de la population mondiale émettent 50% des gaz à effet de serre et 50% de la population mondiale n'émettent que 10% des gaz à effet de serre.
Alors, si la richesse, c'est aller à l'opéra et se cultiver, j'ai absolument aucun problème. Mais malheureusement, ce n'est pas en général tout à fait ça. Ça ne l'exclut pas. Mais c'est souvent des flux de matière et des flux d'énergie qui explosent. Donc, si vous voulez opposer les deux, encore une fois, fin du mois et fin d'un monde, c'est absurde. Parce que c'est le même monde qu'il s'agit de dépasser. C'est celui des inégalités et celui, effectivement, d'émissions et de destruction de la nature totalement inconsidérée. Et là, on est totalement en face. Je me souviens au moment de la COP21, il y avait une organisation syndicale mondiale, je crois. Leur slogan, c'était There's no jobs on a dead planet. Mais en fait, ça, c'est évident, un enfant de 5 ans le comprendrait, mais ça n'empêche que dans la vie quotidienne des gens dont on vient de parler, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué, mais là on a... Alors, c'est un mouvement qui est sans doute très large, très hétérogène, etc. C'est très difficile, mais enfin, en tout cas, il est parti sur la question de la taxation et l'augmentation de la taxe sur l'essence. Il est clair que si vous avez du mal à finir votre fin de mois, une taxe en plus, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. En tout cas, premièrement, il faut essayer d'agir à taxation constante, faire passer les choses l'un à l'autre. Il faut qu'il y ait une cohérence dans l'action. Là, effectivement, il n'y a aucune cohérence dans l'action. Donc, du coup, la taxe n'est pas légitime. Et puis, effectivement, on a laissé, il y a 40 ans, personne ne faisait 40 à 50 km pour aller à son travail. On a fait ça parce qu'on avait une disponibilité énergétique à bas coût. De toute façon, ça sera fini. Donc, le seul moyen, ce n'est pas de dire on arrête les taxes, on ne fait pas ça, etc. On va continuer à polluer. Ça serait une catastrophe, si c'est ce qu'on disait. Mais effectivement, les gens sont pris dans la nasse. S'il n'y a pas d'accompagnement social, s'il n'y a pas d'aide pour les en sortir, on compromet l'ensemble. Mais il faut le financer. Je crois que c'est vous qui avez proposé cette idée d'un ISF vert. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et est-ce que c'est l'idée qu'on retrouve chez certains propos des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement les taxes sur l'essence qu'on est en train d'évoquer, c'est en fait la répartition globale. Bien sûr, il y a une contestation de l'impôt. Alors c'est quoi un ISF vert, Dominique Beau ? Un ISF, si vous voulez, c'est sans doute pas la bonne idée, c'était un symbole, parce que la base est très étroite. Mais en tout cas, même si l'Europe résiste beaucoup mieux que les États-Unis en termes d'inégalité, je renvoie aux travaux. Mais je peux vous dire, moi j'ai vu des gens, ça s'est accru. J'ai vu des gens, mais pourquoi pas ? C'est pas, au moins, parce que le sujet, c'est flécher l'argent. Voilà. Moi, j'ai trouvé intéressant votre propos, c'est la solidarité. Parce que l'ISF, on ne savait pas très bien, il était censé au départ, vous vous souvenez, financer le RMI, mais comme il n'y a pas, le budget normalement est universel, on ne flèche pas. Et j'ai l'impression que dans les débats actuels, et on peut entendre peut-être Anne Hidalgo là-dessus, dans le débat actuel sur la fiscalité écologique, ce qui est contesté par les gens, c'est qu'on ne sait pas où va l'argent. On dit, en gros, on enrichit l'État. Bon, ça veut dire que ça finance des services publics, bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est aveugle. Tout le monde est taxé à l'aveugle et ça ne va pas. Donc, si on pouvait flécher l'argent pour le rediriger vers des comportements nouveaux, vertueux, des nouvelles mobilités. Frédéric Mazzella disait encourager le covoiturage, peut-être, ou des mesures fiscales. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Anne Hidalgo, sur cette nécessité de mieux flécher et que les gens comprennent, il y a une transparence sur la transition. Je pense que les gens ont besoin de comprendre et il faut donner par, y compris un fléchage ou des aides spécifiques, montrer à quoi ça sert et comment l'argent va justement permettre d'accompagner ces changements. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est un problème de répartition des richesses. Dans quoi on met la valeur créée? Et d'abord, c'est quoi la valeur? Je pense qu'il faut redéfinir aussi, en tous les cas, repenser ce qu'on appelle le progrès. C'est un problème d'indicateur aussi, alors, d'indicateurs de avec progrès. Les indicateurs, aujourd'hui, il n'y a pas tous ces indicateurs. On est assommé par des indicateurs qui sont effectivement des indicateurs comptables, ce sont des règles du jeu qu'on s'est données. Effectivement, Maastricht, c'est un ensemble de règles du jeu qu'on s'est données. Mais aujourd'hui, on voit bien que pour accompagner le basculement vers cet autre monde, il faut changer ces règles-là et faire aussi, bien sûr, de la pédagogie. Lorsqu'on dit on verse une aide pour les personnes qui veulent passer de la voiture polluante, thermique, diesel, etc., à une autre mobilité, que ce soit un véhicule propre ou le transport en commun, c'est, je pense, de la pédagogie. On montre qu'une partie de l'argent public sert à cette mutation. Mais il faut, et quand Nicolas Hulot a démissionné, il l'a très bien dit, il faut changer de modèle, il faut l'accepter. Alors bien sûr que le basculement vers un autre modèle, ça fait peur. Bien sûr qu'il y a beaucoup de prudence dans les institutions politiques, financières, parce qu'on ne bascule pas vers un autre modèle d'une façon simple. Mais
je pense que quand même aujourd'hui, tout le monde est conscient du risque, tout le monde est conscient de la nécessité d'agir, tout le monde est conscient que oui, il y a un sujet social, que l'écologie c'est aussi du social, c'est pas simplement des technologies qui nous permettent de faire des productions plus vertes. Tout le monde est conscient de cela. Mais on ne prend pas conscience non plus du fait que les solutions qui existent, elles sont pour beaucoup à l'échelle locale et qu'on ne traite pas de la même façon une grande métropole comme la métropole du Grand Paris, qui a un réseau de transport qu'il faut bien sûr rendre plus performant et plus confortable pour les usagers, mais on ne traite pas pareil des zones très rurales, évidemment. Et on a le sentiment que, d'abord, les territoires, ça n'existe pas beaucoup. Je n'ai pas vu dans les propositions qui sont faites non, ça a été beaucoup relevé, l'absence de référence au territoire. Mais enfin, écoutez, à l'échelle mondiale, on est là, le C40, 98 des plus grandes villes du monde, ensemble sur le climat, Michael Bloomberg, qui est une des nouvelles voix de l'Amérique sur ces sujets, qui nous accompagne. Et ici, on parle de transition écologique et énergétique et on n'existe pas. On n'a pas de solution à apporter, on n'est pas invité dans le tour de table. Je crois qu'il faut que tout le monde revienne un peu à des choses raisonnables, à aussi la volonté de discuter. Et puis les syndicats aussi, enfin quand même les syndicats, ils ont leur place dans la discussion sur le changement de modèle social, d'autant qu'au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats a obtenu de la Commission européenne la mise en place d'un fonds d'accompagnement social des mutations liées à la sortie d'une économie carbonée. Donc il y a déjà des choses qui existent. Je pense qu'il faut, au-delà de la crise qu'on vit aujourd'hui, et je veux vraiment condamner les violences, ça c'est clair, condamner les violences. Moi je suis totalement pour une fiscalité écologique. Je n'accepte pas, je n'adhère pas aux propos d'un certain nombre de groupes politiques qui essayent de dénaturer le rôle de l'impôt. Quand même, s'il n'y avait pas l'impôt, il n'y aurait pas l'école publique. Hein. S'il n'y avait pas l'impôt, il n'y aurait pas l'hôpital. S'il n'y avait pas l'impôt, il n'y aurait pas une grande partie de ce qui nous permet de vivre de façon civilisée. Donc ça, je le dis très clairement. Mais je pense que dans la méthode, là, il y a quelque chose à ouvrir qui n'est pas encore ouvert. Mais alors vous êtes d'accord tous les deux sur la nécessité de changer de modèle, mais peut-être aussi si on ne change pas de modèle, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts aujourd'hui, enfin il y a beaucoup d'intérêts qui se trouveraient quand même, à court terme en tout cas, mis à mal par ce changement de modèle. Et est-ce qu'il n'y a pas du coup un problème de temps, enfin d'horizon de temps, à un horizon de temps de 5 à 10 ans, peut-être que quasiment personne, sauf des exemples très précis où il y a vraiment un risque lié au climat très urgent, mais sinon pratiquement personne, que ce soit les chefs d'entreprise avec leurs résultats trimestriels, que ce soit les élus avec leurs mandats électoraux, c'est très collectif ce que je dis, que ce soit les particuliers s'ils veulent rénover leur appartement et en fait ça leur prendra 15 ans pour s'y retrouver, etc. Finalement, personne ne raisonne à vraiment long terme. Comment est-ce qu'on peut, vous qui êtes philosophe, est-ce que vous avez la solution à ça, ou en tout cas des explications et des pistes à explorer? Non, si j'avais la solution, je vous assure, Dominique, ça se saurait. Non, en revanche, ce que je peux rappeler, effectivement, et c'est tout le problème du changement climatique. Le changement climatique en lui-même, si on avait la montée en degrés sur des milliers d'années, il n'y aurait pas de problème. Toute la difficulté, c'est effectivement le temps. Alors et en plus, le phénomène aujourd'hui s'accélère. Je vous rappelle le fameux rapport SR15. Pour les 1,5 degrés, on peut avoir quelques doutes, mais en tout cas, ça voudrait dire qu'en 10 ans, de 2020 à 2030, on devrait baisser les émissions de 40 à 58%. Donc, on est dans une situation qui ressemble à une guerre. Soit effectivement, on se donne les moyens de l'affronter, et le premier, ça a été rappelé par Anne Hidalgo, la première chose, c'est effectivement changer un certain nombre de règles comptables et pas confondre investissement-fonctionnement, finalement, comme on le fait d'ailleurs normalement, c'est quand même un gag. Hein. Donc ça, c'est évidemment la première des choses, parce qu'on a besoin d'un investissement massif, mais si on ne fait que l'investissement, ou si on ne fait que les technos, on oublie les gens, c'est fichu à l'avance. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un effort pareil, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, tous les plans, tous les niveaux, tous les plans d'organisation. Effectivement, pas inviter les villes, pas inviter les régions, c'est complètement absurde, puisque c'est une espèce de mobilisation de tous qu'on doit faire à toutes les échelles.
Donc, la règle, non seulement c'est le côté multiscalaire, mais c'est aussi la solidarité. C'est-à-dire ceux qui sont les plus dans la difficulté pour se faire, et c'est ce qu'on a avec ce phénomène des gilets jaunes. Alors entre nous, je condamne alors vraiment avec la plus grande fermeté et deux choses. D'une part, effectivement, les violences, puis d'autre part, des récupérations éhontées, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui vont accompagner la délégitimation par certains individus de l'impôt. C'est débile, on ne peut pas faire plus contradictoire avec ce qu'exige l'organisation d'un pays. Et puis la solidarité et toutes les échelles en même temps. Il y a quand même apparemment un problème d'adhésion du consentement à l'impôt en France, même si c'est récupéré politiquement de manière éhontée, comme vous dites. Il semblerait qu'il y ait un problème en France et qui ne date pas d'aujourd'hui quand même. Absolument. Alors peut-être pour parler et avancer dans le débat aussi des villes, il y a la question de la responsabilité des décideurs. Alors Anne Hidalgo, Jean-Christophe Tortora l'a rappelé, on a eu plusieurs maires qui sont venus. C'est vrai qu'on voit bien que c'est à l'échelle locale que des décisions finalement les plus concrètes sont prises parce qu'elles sont prises au plus près des habitants, des citoyens. Et ce n'est pas forcément plus facile. Alors c'est peut-être encore plus difficile peut-être de se faire comprendre à l'échelle nationale, on ne va pas se mettre à la place des uns ou des autres, mais si on se met à votre place, c'est vrai que vous avez pris des décisions fortes, courageuses, pas toujours bien comprises ou pas toujours populaires. Aujourd'hui, on en est où? Voilà, dans le plan climat, dans le plan anti-pollution, on sait, tout le monde sait à peu près ce que vous avez fait. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire et comment est-ce que, par rapport à cette urgence, notamment à Paris, et peut-être en relation avec la métropole, on avait Patrick Ollier qui nous parlait de la convergence entre la ville et la métropole sur la zone faible émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications voilà, sur vos projets d'avenir pour décarboner? Parce que c'est le thème du jour. D'abord, je pense que les politiques, oui, quand ils sont en responsabilité, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'assurer cette transition à l'échelle de nos territoires. Et on a des leviers pour le faire. C'est-à-dire que la ville est le bon endroit. D'abord parce qu'on peut y créer des coalitions, des alliances avec le secteur privé. Je parlais tout à l'heure des 3 secteurs construction, mobilité, énergie. Ce sont 3 secteurs qui ont un impact direct et un travail régulier avec les villes. Et forcément, l'économie, heureusement, est aussi portée par des gens intelligents qui voient leur intérêt aussi et qui travaillent avec nous dans cette transition écologique et énergétique. Et puis on peut y créer aussi l'alliance avec les citoyens pour changer de modèle parce qu'on est à une échelle de gouvernance locale où on peut aller chercher les citoyens. Je donne un exemple là-dessus, mais quand on a voté le plan climat de la ville de Paris, on l'a voté au niveau du conseil municipal de Paris et j'ai souhaité qu'il y ait une consultation, une votation citoyenne pour que les Parisiens puissent donner leur avis sur des sujets majeurs. Et on a posé directement la question, êtes-vous pour ou contre la sortie du diesel à horizon de 2024 ? Êtes-vous pour ou contre la sortie des véhicules thermiques à horizon 2030 ? On a posé d'autres questions. Sur ces questions-là, il y a eu un oui massif. On est pour la sortie de ces 2 types d'énergie. Alors que quand j'ouvrais ma radio pendant quelques temps le matin, j'avais plutôt l'impression que les Parisiens étaient tous mobilisés contre leur maire. Non, non, non. Localement, il y a une adhésion à cette politique-là et j'ai pu la vérifier. Et lorsqu'on demande aux citoyens est-ce qu'ils veulent venir aussi être volontaires pour accompagner toutes les mesures très concrètes du plan climat, c'est-à-dire par exemple comment je vais vers le zéro déchet dans ma propre vie familiale, comment je vais me déplacer différemment si j'utilisais la voiture avec les possibilités qui me sont offertes. Quand on va chercher les Parisiens, dans la consultation qu'on a faite où on a eu quand même 75 000 votants, c'est pas rien. Il y a eu 95% des gens qui ont approuvé le plan climat de la ville de Paris. Et la question que j'ai posée, pourriez-vous être un volontaire pour accompagner justement ce plan climat dans la vie quotidienne? Il y a eu 15 000 personnes qui ont dit qu'ils souhaitaient être volontaires. Donc, je pense que nous sommes une bonne échelle de territoire pour conduire tout cela. Alors, les enjeux, c'est maintenant de continuer, bien sûr. Sur la question de la qualité de l'air, on n'en a pas fini, même si je pense qu'on a gagné et la bataille politique, et la bataille culturelle,
et la bataille juridique, puisque même si la région Île-de-France avait financé des recours contre la décision que j'avais prise de fermer une autoroute dans Paris, nous avons fini par gagner au tribunal administratif et j'en suis très heureuse. Donc, et d'ailleurs, je pense que les choses sont beaucoup plus apaisées puisque tous ces élus qui étaient pas forcément à Paris mais autour, qui ont essayé de nous empêcher de prendre des décisions sur notre propre destin parisien. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fait un recours pour revenir en arrière. Mais donc, aujourd'hui, c'est à l'échelle de la métropole qu'il faut agir. Et je suis ravie que Patrick Ollier ait porté vraiment avec beaucoup de détermination. Il me l'a souvent dit, hein, il m'a dit, c'est pas des sujets sur lesquels ni j'étais formée, je n'étais pas non plus à l'aise, ça faisait pas partie de mes sujets. Mais quand il a compris la gravité de ce qui était en train de se passer pour la santé des populations de la métropole, il a décidé vraiment de s'y engager de façon très résolue. Et il a porté, et on l'a accompagné, cette zone à basse émission sur un ensemble qui concerne quand même 7 millions d'habitants. C'est la plus grande zone à basse émission d'Europe aujourd'hui. Il nous en a un peu parlé ce matin. Il nous a aussi dit qu'il voulait, alors peut-être en coopération avec vous, travailler à un guichet unique pour donner des informations et des aides de la région, de la métropole et ou de la ville, cumulables pour aider ceux qui sont notamment le plus dans la difficulté à changer de véhicule. C'est quelque chose que vous allez accompagner parce que là on est au critère 5, puis après ça sera 4, 3, 2, 1 dans les années qui viennent. Donc il va falloir changer une bonne partie du parc automobile de la métropole. D'abord, le temps qu'on s'est donné est un temps qui correspond aussi à la durée de vie d'un véhicule. C'est-à-dire quand vous dites on sort du diesel en 2024 et des moteurs thermiques en 2030, ça donne, c'est 12 ans, 13 ans pour 2030, ça donne une perspective qui rend possible le changement. C'est pas c'est interdit et c'est tout de suite. Hein. Il y a quand même cette perspective qu'il faut donner. La deuxième chose, c'est à Paris, effectivement, nous avons une quarantaine d'aides qui permettent justement de passer d'un véhicule polluant à autre chose. Et ça peut aller jusqu'à 9 000 € d'aide, notamment pour les commerçants et artisans, parce qu'il y avait aussi tout le monde économique qu'il fallait accompagner et avec lequel on a travaillé. Patrick Ollier souhaite effectivement mettre aussi en place ce type de disposition à l'échelle de la métropole. Aujourd'hui, il n'en a pas le droit. Il réclame le droit de pouvoir le faire à la région qui, pour l'instant, ne le lui a pas donné. Moi, je l'accompagne et si on nous entend à la région, je vous assure qu'on ne vous retire rien. Ça sera transmis, ça sera transmis. On ne retire rien, c'est juste pour aider les gens à changer de véhicule et à passer à des véhicules propres. Ce n'est pas une question de pouvoir de chef, c'est une question juste de vie quotidienne. Et donc, si on peut aller plus vite là-dessus, on s'en portera mieux. Voilà. Puis après, on a sur Paris tout un travail qui est fait avec Célia Bloel, avec toutes les équipes, hein, mais sur l'eau, sur l'énergie, avec Jean-Louis Missica, bien sûr, sur la construction. C'est-à-dire qu'on attaque le sujet par tous les bouts, mais vraiment de façon très méthodique aussi. Hein. On n'est pas simplement avec des grands objectifs fixés, de façon très méthodique et à chaque fois en associant les acteurs. Je finis là-dessus, par exemple, sur la question de la mobilité. On a subi un certain nombre de difficultés. Vélib, ça n'a pas marché tout de suite, mais ça y est, ça marche. Et puis Autolib, on a changé de modèle aussi. Mais aujourd'hui, justement, avec les acteurs privés, nous avons un système de mobilité électrique partagé, que ce soit avec Renault, avec PSA et beaucoup d'autres qui vont arriver, qui permet justement d'être dans ce véhicule partagé, hein, aller vers un modèle où on n'est plus chacun propriétaire de son véhicule. D'ailleurs, Paris, c'est déjà un peu le cas, hein, puisqu'il y a moins de 37% des Parisiens qui ont un véhicule personnel. Mais donc, on est en train de travailler chacun de ces sujets de façon très méthodique. Et quand on pose une interdiction, on met en place une aide et un accompagnement. Je crois que c'est la bonne méthode pour accélérer. On a vu pendant ces 2 jours beaucoup d'exemples qui montrent qu'au niveau local, il y a eu beaucoup d'exemples parisiens bien entendu, c'est beaucoup plus simple quand même d'emporter l'adhésion
des citoyens. Il y a beaucoup de projets participatifs, de projets citoyens, y compris d'énergie renouvelable dans Paris, tout ce que vous venez de décrire. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est, notamment dans la dernière séquence précédant celle-ci, à la fois des grandes entreprises et des start-up qui sont toutes très engagées dans cette transition et qui toutes, en tout cas les grandes entreprises qui étaient présentes, commencent à y trouver leur compte d'un point de vue purement économique. Est-ce qu'on ne peut pas espérer, alors je sais que vous fustigez le néolibéralisme, mais parfois le marché a du bon aussi. Typiquement, on en parlait juste avant de monter en scène, Trump, il veut absolument ouvrir les mines de charbon aux États-Unis, mais en fait, il ne va jamais y arriver parce que ça n'est plus rentable et donc personne ne va le faire. Donc finalement, comment, entre ces deux, vous avez bien montré les limites du néolibéralisme, mais est-ce qu'on n'est pas en train de gagner la bataille finalement des coûts et de la rentabilité à une échelle de temps qui devient acceptable? Alors, qu'on reste très clair, hein. Je veux dire, critiquer le néolibéralisme, c'est critiquer une forme de dérégulation hyper excessive, jusqu'au boutiste, qui a elle-même sa propre fin du marché. Ça ne veut pas dire qu'on critique le principe du marché. De toute façon, un marché n'existe que parce qu'il est encadré. Ça n'a rien de spontané, un marché. C'est une création institutionnelle et politique. Donc non, loin de moi de refuser, si vous voulez, toute espèce de marché. Après, le marché, on ne peut pas tout lui demander. Et puis on l'organise. Et surtout, ce que je voudrais remarquer, c'est le côté très intéressant, c'est la question de l'échelle. Bon, si on regarde la manière dont les gouvernements, pas que le nôtre, prennent en charge les questions de climat, c'est toujours avec des très grands objectifs, hyper ambitieux, mais en général, long terme. Oui, à très long terme, et qui ne débouchent sur aucune action immédiate. Prenons par exemple les engagements de la COP21. Normalement, c'est à partir de 2020. Évidemment, si on veut à partir de 2020 se lancer dans quelque chose, ça veut dire qu'on a commencé à l'amont. Or, vous le savez, la France, l'an dernier, a augmenté ses émissions de 3,2 ou 3,3, je ne sais plus, %. Et donc là, on nous fait encore le coup avec la PPE. Beaux objectifs à l'avenir, on va fermer plein de centrales, mais dans X années. À l'échelle d'une ville, ça ne marche pas. D'une part, le maire, il est dans sa ville, il rencontre ses citoyens. Je ne sais pas si vous avez rencontré un président de la République ou un chancelier, c'est assez rare. Un maire, ce n'est pas le cas. Il vit dans sa ville et effectivement, quand il se donne des objectifs, vous venez de le rappeler, pour la sortie du diesel, des moteurs thermiques, il y a d'emblée des actions et il y a un chemin qui est pavé. Bon, et là, on comprend. Et chaque citoyen, enfin, en tout cas, les citoyens peuvent voir comment les choses fonctionnent, les engagements, leur mise en œuvre, les aides fournies pour y arriver. C'est très différent. Et on a vraiment un problème avec la gouvernance plus large, qui est trop distante et qui manque vraiment de relais. Bien. Alors, merci beaucoup. Il va être malheureusement temps de nous quitter, mais on ne se quitte pas complètement. Je vais poser une dernière question à Anne Hidalgo avant que nous quittions cet endroit magnifique. Le forum Smart City de la Tribune, alors pas de 2050 parce que c'est un peu loin, mais le forum Smart City de la Tribune de 2024. Vous voyez pourquoi je choisis cette date. Alors d'abord, est-ce qu'il sera en présence d'Anne Hidalgo? C'est pas. C'est les citoyens qui décideront. Et si vous étiez là, quel pari découvririons-nous dans les projets que vous imaginez pour un éventuel deuxième mandat? Quel pari en 2024? On sait que les JO sont un levier pour un Paris plus propre, avec beaucoup de dimensions. Finalement, aujourd'hui, la bataille de l'écologie, elle est gagnée. Donc, quel pari, enfin, elle est gagnée en tout cas dans les esprits. Elle n'est pas complètement gagnée, mais elle est gagnée dans les états d'esprit des gens qui disent tout le monde veut respirer. C'est le titre d'ailleurs de votre livre. Oui. Je suis pas sûre, un livre-programme peut-être. Je pense que d'abord, le pari du futur, je vais répondre sous cet angle-là. Le pari du futur, je ne suis pas sûre que si on n'avait pas eu cette bataille qui a été quand même assez incroyable, 3 km 300 de voirie parisienne qui tout d'un coup devenait l'alpha et l'oméga de la vie politique nationale. 10 centimes d'essence aussi, vous avez 10 vu. 10 centimes d'essence aussi, mais en tout cas, je pense que quand même, cette bataille-là, elle est gagnée parce qu'on a tenu. Parce qu'on a tenu. Mais on aurait pu ne pas tenir. Et je ne suis pas sûre que tout le monde tiendrait. D'accord ? Et on a tenu parce qu'on y croyait. Et parce que moi, j'ai ancré vraiment dans ma tête le fait que je dois être utile. Et que face à un scandale de santé publique, il n'était pas question pour moi de me dire « je ferme les yeux et j'attends ». Voilà. Mais d'autres
d'autres n'avaient pas le même projet pour Paris, d'accord? Donc ça veut dire que on est dans un monde où il faut agir avec beaucoup d'énergie, de détermination, si on veut changer les choses et entraîner avec soi. Donc aujourd'hui, oui, cette bataille-là, elle est gagnée, mais ce n'était pas écrit à l'avance. Voilà, compte tenu... C'est pas ce que je voulais dire. Non, je sais, surtout pas, mais je veux le dire parce que on pourrait se dire... Bon, ce que je voulais dire, c'est que vous avez envoyé un signal. Oui, et donc absolument. ce signal, il a changé peut-être les états d'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que d'autres envoyaient d'autres signaux et qu'on aurait très bien pu, même dans la question du Paris du futur, je pourrais ne pas répondre la même chose si je n'avais pas pu faire ce que nous avons fait avec toute mon équipe aujourd'hui. D'accord ? Donc ce Paris du futur, eh bien, il doit être encore plus vert, c'est-à-dire la place de la nature dans la ville, la place de l'agriculture urbaine doivent être encore beaucoup plus importantes. La Seine, puisqu'on a un projet de faire en sorte que l'eau de la Seine soit propre et propice à la baignade, parce qu'on va aller vers des températures... C'était le projet de Jacques Chirac, voilà. non ? Oui, mais c'est le projet d'Anne Hidalgo, je crois, de se baigner. On ira tous se baigner dans la Seine à l'été 2024. Dans le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais je pense aussi que c'est une ville qui doit être une ville beaucoup plus accessible à toutes et à tous. Et la question de l'accessibilité de la ville au sens propre et figuré... handicapés dans le métro, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet. Et pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on vit avec des gens différents, qui, pour certains, ont des difficultés, parce que la vie, elle ne réserve pas que des choses magnifiques tous les jours. Voilà. Et donc, que l'on prenne en considération pour penser l'avenir de cette ville, les plus fragiles d'entre nous, ça n'enlève rien aux plus forts. D'ailleurs, ça donne même aux plus forts la possibilité de s'intéresser aux plus fragiles. Et en général, ils sont plus créatifs et plus innovants. Parce que la plupart des innovations, elles viennent de ça, de l'intérêt qu'on porte à nos fragilités d'êtres humains. Et donc, pour moi, la ville, elle doit se penser à partir des enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des gens les plus fragiles. Et ceux qui n'ont pas aujourd'hui de difficultés, donc qui sont du côté de ceux qui gagnent, qui sont bien, qui vont bien, qui sont en très bonne santé, ceux-là, ils doivent aussi se dire que la ville, elle sera plus apaisée, y compris pour eux. Et voilà, pour moi, la ville, une ville comme Paris, elle doit porter aussi un message humaniste. Et l'écologie est un humanisme. Donc c'est cette ville plus verte, plus apaisée, plus respirable que j'imagine en 2024. Moins enfermée dans le périphérique, peut-être ? Alors, oui, c'est ce qu'on travaille. Un grand Paris ou un Paris en grand, comme on dit ? C'est ce qu'on travaille depuis 15 ans, parce que c'est pas... Voilà, personne ne claque dans les doigts en disant Grand Paris. En plus, si la maire de Paris se met à dire « j'annexe tous les territoires autour de Paris », vous imaginez l'effet que ça pourrait avoir. Donc, non, évidemment que c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille en créant des alliances, des synergies, des coopérations. Vous avez un allié en Patrick Ollier, en tout cas. Et dans beaucoup de maires de ce Grand Paris, parce que, vous savez, je vais finir peut-être sur le rôle de Patrick Ollier, il aurait très bien pu ne pas avoir cette vision pour la métropole. Et c'est très intéressant. Moi, souvent, je me dis, quand je vois le vent populiste, des gens qui disent les politiques, ça sert à rien, ils sont là qu'à se battre pour le pouvoir, etc. Et quand j'assiste à certaines réunions de la métropole où on est des maires de droite, de gauche, écolo, du centre, et qu'on est en train de travailler ensemble et qu'on se met d'accord sur les zones à basse émission, qu'on se met d'accord sur un certain nombre de projets, je me dis j'aimerais tellement que nos concitoyens assistent à ces débats, à ces moments où on parle d'eux, on ne parle que d'eux, et c'est parce qu'ils sont là qu'on arrive à se mettre d'accord sur des projets communs. Et Faites comme le Parlement, publiez-les sur Internet, diffusez-les en vidéo. Oui, peut-être que certains... C'est peut-être ça l'avenir, la transparence des choix et des décisions politiques. La question au Parlement, télévisuelle. Question au Parlement du Grand Paris. Anne Hidalgo, merci beaucoup. Merci aussi à Dominique Bourg. Merci à tous les deux. On peut vous applaudir. En tout cas, nous, la tribune, je crois que je ne trahirai pas Jean-Christophe Tortora en disant qu'on
on a bien l'intention d'être ici, si c'est possible, en 2024, pour parler et avec vous très certainement, pour parler de l'avenir des villes, du climat dans une ville plus propre. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes les équipes de la Tribune. Au revoir.